Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il l'a humiliée et giflée, sans savoir qu'elle était la femme du général-chef de l'armée. Dans la ville de Richmond, un soir d'été étouffant, les rues semblaient figées dans une torpeur moite. L'air était lourd, saturé d'humidité, et les cigales chantaient par vagues dans les arbres. Sous les réverbères tremblotants, une silhouette féminine avançait d'un pas mesuré et assuré, malgré la chaleur pesante. Son nom était Evelyn Carter. Grande, élancée, les épaules droites, elle dégageait une élégance tranquille, presque royale. Ses talons résonnaient doucement sur le trottoir désert, tandis que les pans de son tailleur crème ondulaient légèrement à chacun de ses mouvements. Sa coiffure impeccable, son regard droit et serein, tout en elle respirait la dignité. Evelyn n'était pas une inconnue dans les cercles influents de Washington et Richmond. Bien qu'elle soit souvent discrète, sa présence ne passait jamais inaperçue. Non seulement parce qu'elle était l'épouse du général James Carter, chef suprême des forces armées américaines, un homme d'une intégrité et d'un sens de l'honneur légendaire, mais aussi parce qu'elle-même avait construit un parcours admirable. Engagée depuis plus de 15 ans dans des projets humanitaires, elle était à la tête d'un programme national d'aide aux familles de militaires blessés, un travail qu'elle menait avec passion et humilité. Ce soir-là, elle rentrait à pied d'une réunion importante dans un centre communautaire du quartier Hay. La nuit était déjà bien avancée, mais Evelyn n'avait pas voulu qu'un chauffeur l'accompagne. Elle aimait marcher, réfléchir, prendre la température du monde réel, loin des discours officiels et des salons dorés. Elle n'avait pas peur. Elle n'avait jamais eu peur. Pas dans cette ville qu'elle croyait connaître. Alors qu'elle traversait une rue transversale, faiblement éclairée par un vieux lampadaire vacillant, un bruit de moteur se fit entendre derrière elle. Une voiture de patrouille freina brusquement à sa hauteur. Le crissement des pneus déchira le silence. Evelyn s'arrêta et se tourna calmement vers le véhicule. La portière s'ouvrit d'un coup sec. Un homme en uniforme en descendit rapidement. Grand, large d'épaules, le visage durci par l'habitude de donner des ordres, il portait un regard glacial et méfiant. L'agent Mark Thompson, policier dans la trentaine, était bien connu de ses collègues et redouté. Doté d'un caractère impulsif, souvent soupçonné d'avoir recours à des contrôles abusifs, il était protégé par une hiérarchie silencieuse et des rapports toujours incomplets. Il ne prit pas le temps d'évaluer la situation. Il ne salua pas. Il ne s'enquit pas de l'identité d'Evelyn. Ce qu'il vit, c'était une femme noire, seule, élégamment vêtue, marchant dans un quartier qu'il jugeait sensible. Et cela lui suffisait. « Madame, arrêtez-vous. Je dois vous poser quelques questions. » La voix claqua dans l'air moite comme un coup de sifflet. Evelyn s'arrêta immédiatement. Elle tourna la tête lentement, comme pour s'assurer qu'il s'adressait bien à elle. Ses yeux rencontrèrent ceux de l'agent Thompson. Aucun mot de bienvenue, aucune politesse. Juste cette voix dure, déjà sur la défensive, comme s'il s'adressait à une criminelle en fuite. Elle inspira doucement, maintenant son calme avec une maîtrise exemplaire. « Monsieur l'agent, puis-je savoir pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme, légèrement teintée d'incrédulité. Un silence de quelques secondes suivit. Un silence lourd, oppressant. L'agent Thompson plissa les yeux. Le calme de cette femme l'irritait déjà. Il y voyait de l'arrogance, de la provocation, voire du mépris. Dans son esprit tordu par des années d'abus jamais remis en question, il fallait briser ce genre de posture dès le départ. « Ne faites pas l'idiote », lâcha-t-il froidement. « Nous avons reçu des signalements concernant une femme correspondant à votre description, suspectée de comportements suspects dans ce quartier. » Le ton employé était volontairement vague, les mots choisis pour créer un flou intimidant. « Signalement. Correspondant à votre description. » Cela pouvait vouloir tout et rien dire. Evelyn sentit immédiatement l'absurdité de la situation. Elle le vit dans son regard, il n'attendait aucune coopération, seulement une soumission. Et elle n'était pas prête à se laisser écraser. « Je ne comprends pas, » dit-elle calmement. « Je rentre simplement chez moi après une réunion caritative. Voici ma carte d'identité. » Elle ouvrit son sac à main lentement, avec des gestes visibles et mesurés, comme une enseignante qui ne veut pas brusquer un enfant nerveux.
Elle tendit sa pièce d'identité entre deux doigts, d'un geste digne. Une lueur de contrôle brillait dans ses yeux. Mais Thompson, au lieu de la prendre, la regarda d'un air méfiant. Il ne tendit même pas la main. « Vous croyez que c'est aussi simple ?» aboya-t-il. « Vous me donnez un nom, et je vous crois sur parole ? Vous ne décidez pas ici. » Il s'avança d'un pas sec, le visage tendu, la voix montant en volume. « Descendez de la rue. Vous allez nous accompagner au poste. » Face à l'ordre brutal et sans fondement, Evelyn resta immobile. Elle ne cria pas, ne bougea pas d'un pouce vers la voiture. Elle soutint simplement le regard de l'agent Thompson, les bras toujours le long du corps, mais le dos droit, solide comme une montagne. « Je ne bougerai pas, dit-elle, le ton plus grave, ancré. Vous n'avez aucune justification légale. Je refuse de vous suivre sur la base d'une accusation aussi floue qu'injuste. » Le regard de Thompson s'assombrit. Ce n'était plus seulement un contrôle. C'était devenu une lutte d'ego, de domination. Et dans cette lutte, il refusait de perdre face à une femme, noire de surcroît, qui ne montrait ni peur ni soumission. Dans son esprit, c'était insupportable. Evelyn fit un pas en arrière, par instinct plus que par peur, conservant son calme, mais gardant une distance symbolique. C'était ce pas, ce petit mouvement de retrait, qui déclencha chez Thompson une réaction aussi soudaine que violente. Dans un geste impulsif, animal, il leva la main et la gifla violemment en pleine joue. Le bruit claqua dans la nuit, net et glaçant. Evelyn chancela sous l'impact, son visage projeté de côté, son sac tombant de son épaule pour s'écraser sur le bitume. Son corps suivit presque, mais elle retrouva son équilibre de justesse, se redressant lentement, une main sur sa joue. Autour d'eux, les quelques passants qui s'étaient discrètement arrêtés en entendant les éclats de voix devinrent soudain silencieux. Le temps sembla suspendu. Un homme âgé, en face, se couvrit la bouche de stupeur. Une mère pressa son enfant contre elle et fit demi-tour. Personne ne bougea. Personne ne parla. C'était cette forme insidieuse de peur collective, celle qui naît quand l'autorité déraille et que la justice semble absente. Mais Evelyn, elle, ne détourna pas les yeux. Sa main glissa lentement sur sa joue rougie, ses doigts tremblants, non pas de peur, mais de retenue. Ce n'était pas la douleur physique qui l'avait atteinte. C'était l'humiliation publique, infligée sans raison, sans humanité. Elle sentit monter en elle une brûlure ancienne, un feu que des générations de femmes fortes avaient porté en silence, celui de la dignité bafouée par le pouvoir aveugle. Et pourtant, elle ne céda pas. Elle se redressa. Lentement. Dignement. Elle remit une mèche de cheveux derrière son oreille. Ramassa son sac. Puis, les yeux plantés dans ceux de Thompson, elle dit d'une voix basse, tremblante au début mais qui gagna en puissance mot à mot. « Vous, ne savez pas à qui vous avez affaire, agent Thompson. » Le lendemain matin, le soleil n'était pas encore levé que les serveurs des réseaux sociaux surchauffaient déjà. Une vidéo, filmée à la volée par une étudiante prénommée Lena Martinez, était devenue virale en moins de 6 heures. On y voyait l'altercation de la veille. Le cadre tremblait légèrement, mais l'essentiel était limpide, l'attitude agressive de l'agent, le ton calme et respectueux d'Evelyn, et surtout, la gifle brutale. On y entendait aussi, très distinctement, les paroles glaçantes qu'Evelyn avait prononcées juste après. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, agent Thompson. » La vidéo, accompagnée de la légende, une femme noire giflée par un policier alors qu'elle ne faisait que rentrer chez elle. #Richemont #justice pour Evelyn, fut partagée par des célébrités, des journalistes, des activistes, et même des soldats choqués d'apprendre que la femme blessée était l'épouse du plus haut gradé de l'armée américaine. À des centaines de kilomètres de là, dans le silence feutré du quartier général militaire, le général James Carter visionnait la vidéo pour la 3e fois. Sa mâchoire était contractée, ses poings fermés. Ce n'était pas un homme prompt à la colère, ses soldats le connaissaient pour son sang-froid légendaire. Mais ce matin-là, son regard était noir comme la tempête. Il ne réagissait pas seulement en tant qu'époux. Il réagissait en tant que chef militaire, en tant que citoyen, et en tant qu'homme noir ayant gravi tous les échelons d'un système qu'il savait imparfait. Il ne leva pas la voix. Il ne brisa rien. Il décrocha simplement le téléphone. « Général Marshall,
convoquez le préfet de police de Richmond. Réunion d'urgence dans 2 heures. À distance ou sur place. Je me fiche de l'heure. Dans l'heure qui suivit, une visioconférence exceptionnelle fut organisée entre le commandement militaire, le département de la justice, la direction de la police locale et le bureau du maire de Richmond. Le visage du général Carter, projeté sur les écrans, était d'une gravité solennelle. Un homme sous uniforme a frappé ma femme sans motif. Mais ce n'est pas seulement une affaire personnelle. C'est une fracture morale. Ce n'est pas seulement Evelyn Carter qui a été giflée hier soir. C'est la justice. C'est la dignité. C'est l'Amérique que nous prétendons défendre. Il exigea que l'agent Mark Thompson soit suspendu sur le champ, sans solde, le temps d'une enquête judiciaire et administrative. Il demanda également que le ministère ouvre une révision des procédures de contrôle sur le terrain, et que la ville finance un programme de formation sur les biais raciaux et les violences policières. Mais pendant que les institutions s'agitaient, Evelyn Carter préparait autre chose. Refusant de se laisser enfermer dans le rôle de la victime silencieuse, elle prit une décision qui allait changer la trajectoire de cette affaire, parler publiquement. 3 jours après l'incident, vêtue de noir, entourée de membres de son association, de journalistes et de vétérans qu'elle avait aidés, elle prit place derrière un pupitre dans un centre communautaire de Richmond. Les caméras retransmettaient en direct. Sa voix était posée. Pas une once de haine, mais une fermeté tranchante. Je suis Evelyn Carter. J'ai été giflée dans la rue pour avoir marché dans ma propre ville. J'ai été suspectée parce que je suis noire. J'ai été frappée parce que je n'ai pas courbé les chines. Et si je n'avais pas été la femme du général, qui m'aurait défendue? Elle laissa passer quelques secondes de silence, puis ajouta. Je ne veux pas que l'agent Thompson soit puni uniquement parce qu'il a frappé la femme de. Je veux que l'on parle des milliers de femmes, d'hommes, de jeunes, qui vivent cela sans que personne ne filme. Je veux que cela change. Pour de vrai. Sa déclaration fut accueillie par une ovation debout. Dans les jours qui suivirent, un hashtag émergea, hashtag Je suis Evelyn. Il fut repris par des personnalités politiques, des artistes, des militaires et même des officiers de police qui appelaient à une réforme interne de leur institution. Des marches silencieuses furent organisées dans plusieurs villes. Evelyn fut invitée à s'exprimer devant le Congrès, aux côtés d'autres victimes d'abus policiers. Elle refusa les interviews sensationnalistes, préférant des forums civiques et éducatifs. Elle utilisa sa notoriété nouvelle non pas pour se mettre en avant, mais pour amplifier les voix invisibles, celles que personne n'avait écoutées jusque-là. Avec le soutien inébranlable de son mari, le général James Carter, Evelyn prit la décision de ne pas laisser cette gifle retomber dans le silence. Malgré la douleur, malgré les pressions, certaines venues de sphères politiques, d'autres même de la police elle-même, lui suggérant de ne pas faire de vagues, elle tint bon. 3 jours après l'incident, dans l'auditorium bondé du centre civique de Richmond, elle se tint droite derrière un pupitre, devant des dizaines de caméras. Les rideaux derrière elle portaient le sceau de l'association des familles de militaires, mais ce jour-là, c'était au nom de toutes les femmes humiliées, de toutes les personnes marginalisées et réduites au silence qu'elle parlait. Son discours fut retransmis en direct par plusieurs chaînes nationales. Son regard, déterminé mais doux, ne trahissait ni colère incontrôlée ni ressentiment. Seulement une clarté douloureuse, celle des gens qui ont souffert, et qui refusent que d'autres subissent la même chose. Ce que j'ai vécu n'est pas un incident isolé, déclara-t-elle d'une voix claire. Cette gifle, ce n'était pas seulement un geste violent. C'était le reflet d'un système qui, trop souvent, confond autorité et abus, sécurité et contrôle, justice et domination. Elle marqua une pause. On aurait entendu une aiguille tomber. Je suis consciente que si cette vidéo n'avait pas existé, si mon nom n'avait pas été rattaché à un haut gradé, mon histoire aurait été ignorée, voire niée. Ce système brisé, je le combats depuis des années dans l'ombre. Aujourd'hui, je le dénonce à la lumière. Non pour me venger, mais pour réparer. Pour changer. Des larmes brillèrent dans les yeux de plusieurs spectateurs. Et ce fut le début d'un mouvement national. Dès le lendemain, dans plus de 50 villes américaines, des manifestations pacifiques furent organisées, souvent silencieuses, parfois accompagnées de lectures publiques du discours d'Evelyn. Des pancartes affichaient. Je suis Evelyn.
Une gifle de trop. Le respect n'a pas d'uniforme. La dignité ne se négocie pas. Des officiers de police noirs, latinos, blancs publièrent sur les réseaux sociaux des messages de soutien à Evelyn, certains allant jusqu'à dénoncer la culture du silence dans leur propre service. À l'université de Georgetown, où Evelyn avait étudié le droit avant d'abandonner sa carrière pour se consacrer à la cause militaire et humanitaire, un amphithéâtre fut renommé en son honneur. Pendant ce temps, l'agent Mark Thompson, lui, fit face à la tempête. Suspendu sans solde, il fut convoqué devant une commission de discipline interne. Lors de l'audience, il tenta de justifier son geste, invoquant la fatigue, la pression du terrain, et un malentendu. Mais les images étaient là. Les mots aussi. Et la vérité ne laissait plus place à l'ambiguïté. Sa suspension fut confirmée. Mais plus encore, il fut convoqué devant un tribunal civil, accusé d'usage disproportionné de la force, d'abus d'autorité, et d'agression aggravée. Ironie du sort, son propre avocat demanda une atténuation de peine au motif que la victime avait une stature exceptionnelle et un contrôle émotionnel supérieur. Une remarque qui, au lieu d'alléger sa peine, ne fit qu'illustrer le racisme latent de son geste initial. Evelyn, elle, n'eut jamais un mot de haine. Elle ne s'acharna pas. Elle n'humilia pas son agresseur. Elle resta fidèle à ce qu'elle avait toujours été, une femme forte, lucide, engagée pour le bien commun. Elle refusa de se laisser piéger dans l'étiquette de « femme du général ». Au contraire, elle usa de cette plateforme pour créer quelque chose de durable. Un mois après l'incident, elle lança officiellement la Fondation Carter pour l'éthique et la justice, un programme de formation et d'accompagnement destiné à reformer la formation des forces de l'ordre sur les biais raciaux et la gestion des conflits. Fournir une assistance légale aux victimes d'abus policiers. Créer des espaces de dialogue communautaire entre police et population. L'histoire d'Evelyn entra dans les manuels de droit et de sociologie à Harvard et Stanford. Des documentaires lui furent consacrés. Mais plus que tout, elle devint un symbole de ce que peut accomplir une voix droite et ferme, même face aux systèmes les plus enracinés. Et lorsqu'un journaliste lui demanda, des mois plus tard, ce qu'elle ressentait en repensant à cette nuit où tout avait basculé, elle répondit simplement. Ce n'était pas une nuit de douleur. C'était la nuit où j'ai cessé de me taire. Et je ne me tairai plus.